Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à la situation de crise en France. Nous avons à présent derrière nous 5 nuits d'émeutes. Si l'on se réfère aux chiffres annoncés par le ministère de l'Intérieur, les émeutes tendent à s'estomper, il y en a moins. Elles ont toujours lieu, mais apparemment il y en a moins, donc la situation repasse sous contrôle de la force publique. Donc, est-ce que ce sera une constante? Est-ce qu'effectivement, dans quelques jours, ces émeutes s'arrêteront? Pour l'instant, difficile de le dire, mais on peut estimer, on peut espérer, et on peut penser que ces émeutes s'arrêteront tôt ou tard, plutôt tôt que tard d'ailleurs. Donc, me semble-t-il qu'il est temps de tirer un bilan de ce qui s'est passé et donc de poser quelques constats, de poser quelques éléments d'analyse pour voir les conclusions qu'on peut tirer, les enseignements qu'on peut tirer de ce qui s'est passé et comment éviter que ce genre de choses se reproduisent par la suite. Si l'on observe ces mouvements d'émeutes, je pense que nous pouvons dire que ce sont les plus grandes émeutes, les émeutes les plus violentes depuis au moins 40 ans. Et personnellement, je me rappelle des émeutes de l'année 2005, octobre-novembre 2005, j'étais étudiant à l'époque. Et selon moi, donc les émeutes auxquelles nous avons affaire maintenant sont de plus grande ampleur et beaucoup plus violentes. À l'époque, les émeutes de 2005 étaient cantonnées aux banlieues. Elles n'avaient lieu principalement que la nuit. Là, nous avons eu affaire à des dégradations, à des émeutes en journée. Le niveau de violence de ces événements, selon moi, dépasse de loin de ce qu'on a vu en 2005. Mais c'est intéressant aussi d'accorder quelques instants à cela parce que ce qu'on a pu observer, c'est que au début, les émeutes étaient effectivement des mouvements spontanés de jeunes, mais à un certain moment, elles ont été en partie récupérées par des groupes d'ultra-gauche et d'ultra-droite. Des groupes extrêmement professionnels, rodés au combat de rue, rodés au combat urbain. Et ces groupes ne sont pas chose nouvelle en France. Donc, me semble-t-il que l'un des constats à tirer de cette situation, c'est que nous avons, depuis assez longtemps, depuis au moins 5-6 ans, des groupuscules, qu'ils soient d'ultra-gauche ou d'ultra-droite, qui viennent causer des violences en France. On a beaucoup parlé des Black Blocs et autres groupes d'ultra-gauche. Il y a aussi des groupes donc d'ultra-droite donc qui ont agi à Angers, hein, semble-t-il. Donc ces groupes, effectivement, donc des groupes très violents, des groupes de radicaux, mais la question est, sont-ils pilotés par quelqu'un ou sont-ils pilotés de quelque part? Je m'en réfère à l'histoire, à ceux qui se rappellent, ou alors ceux qui ont étudié l'histoire des années 60, 70 et 80 de l'Europe occidentale. Donc l'histoire de ce qu'on a appelé à l'époque donc les Brigades Rouges, donc la Rote Armée Fraction, donc des groupuscules terroristes d'extrême gauche, soutenus à l'époque par l'URSS. Donc aujourd'hui, on peut supposer que ce genre de mouvement est d'une manière ou d'une autre piloté, voire soutenu logistiquement, financièrement, par la Russie ou d'autres États qui ont intérêt à créer du trouble, à déstabiliser la situation en France. Ce genre d'acte, d'une part, a pour rôle de déstabiliser, mais aussi ça permet aux services de renseignement d'autres États de se rendre compte de quelle manière les pays sont résistants à ce genre de déstabilisation, donc quelle est leur vitesse de réaction, quelle est surtout leur réactivité, leur capacité à prendre des décisions, à prendre des mesures. C'est très instructif. Donc, la question aujourd'hui, une question qui me paraît fondamentale en termes de sécurité intérieure française, est de savoir si ces groupuscules d'extrême gauche, d'extrême droite, qui paraissent de plus en plus récurrents, leur action paraît de plus en plus récurrente, est-ce que ces groupes-là bénéficient d'un soutien, d'un pilotage externe? Si oui, mais il faut y mettre terme d'une façon évidente. Donc, une piste de réflexion, j'ose espérer que les services de renseignement s'en occupent déjà, mais je porte, pour ce qui me concerne, cette piste, cet élément d'analyse à votre réflexion. Un autre élément qui paraît assez malheureux, dirais-je, c'est le manque de responsabilité de certains politiciens, qu'ils soient de gauche ou de droite, et leur capacité, leur volonté de récupérer politiquement ces événements malheureux. Alors, en commençant par des politiciens de gauche ou d'extrême gauche,
Ce qui peut être non seulement choquant, mais en plus irresponsable, déraisonnable et même contre-républicain, c'est de ne pas avoir condamné ces violences. Et on peut être révolté de ne pas avoir entendu de condamnation claire de toutes ces violences de la part des leaders, par exemple, de la NUPES. Alors, c'est un acte d'irresponsabilité, puisque, bon, effectivement, nous avons, depuis un certain temps, depuis quelques années, une gauche, une extrême gauche, qui récupère ce genre d'événements à son profit politique. De cette façon, elle construit son capital électoral. Mais c'est une démarche extrêmement nuisible et destructrice, parce que finalement, saper l'autorité de l'État, saper l'autorité de la République, de la force publique, est contre-productif, pour parler de manière diplomatique. Donc, en ce qui me concerne, je trouve particulièrement choquant que des politiciens qui sont leaders de grands groupes politiques, qui portent sur eux la responsabilité de la vie politique française, que certains de ces politiciens aient préféré choisir leur intérêt politique à l'intérêt national. Ça paraît choquant. D'un autre côté, nous avons également des politiciens de droite qui, eux aussi, de par leur discours, je dirais populiste, en prenant des raccourcis, aussi font preuve d'irresponsabilité. Alors, j'ai entendu certains politiciens prétendre que les problèmes auxquels nous avons affaire en France, donc les émeutes, sont des problèmes d'immigration. Alors, est-ce que certains espèrent jouer de l'ignorance d'un certain groupe d'électeurs, ou est-ce que eux-mêmes font preuve d'ignorance? Telle est la question. C'est à vous, messieurs, dames, que je laisse le soin d'y répondre. Mais faisons un peu de vocabulaire, si vous le permettez. Un immigré, donc c'est quelqu'un qui vient d'arriver sur le territoire national. Or, les jeunes, les émeutiers, donc qui se sont rendus coupables de ces émeutes, de ces actes de violence, sont de nationalité française. Ce sont des gens qui sont nés en France. Ce sont les descendants, certes, d'immigrés qui sont venus il y a des années de cela en France, mais aujourd'hui, ce sont des Français à part entière. Et pour ceux qui estiment qu'on devrait les expulser ou les ostraciser, il faut apporter une réponse de droit. C'est-à-dire qu'en gros, ces gens aujourd'hui, leur seule patrie, leur seul pays, c'est la France. Ils n'ont pas d'autre nationalité. Donc, même si quelqu'un est descendant d'une famille immigrée, il n'est pas possible, d'un point de vue du droit international, de le renvoyer dans le pays d'origine de ses ancêtres. Enfin, voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui est né en France, qui soit descendant d'une famille immigrée, arrivé en France dans les années 50, 60, puisse être renvoyé, je ne sais pas, dans un pays étranger hors Union européenne? Enfin, c'est inconcevable. Ce pays, pour commencer, n'a aucune raison de l'accepter, puisque ce n'est pas son ressortissant, premièrement. Et deuxièmement, d'un point de vue du droit international, on ne peut pas priver quelqu'un de nationalité qui en a qu'une. Donc, c'est possible pour les binationaux, certes. Ça porte à controverse, à discussion, mais c'est possible, c'est faisable. Mais pour quelqu'un qui n'a qu'une seule nationalité, il n'est pas possible de faire des apatrides. Donc aujourd'hui, prétendre que le problème des banlieues est un problème d'immigration, c'est faire preuve d'ignorance. Alors, qu'il y ait eu des erreurs commises par le passé, c'est sûr, et ça porte pas, je pense que ça porte plus au débat. Qu'il y ait eu des erreurs commises il y a 40, 50 ans, qu'il y ait eu du laisser-faire, ça, c'est une certitude. Mais le passé est le passé. Aujourd'hui, il appartient aux historiens d'étudier ces époques, ces erreurs. Nous vivons dans le moment présent, et c'est le moment présent qu'il faut traiter, et pas le passé. Et au moment présent, ces gens que l'on appelle des immigrés sont des Français de souche qui puisaient, puisqu'ils sont nés en France. Et certains d'entre eux sont Français depuis 3, 4, 5, 6 générations. Donc, parler d'immigration clandestine ou d'immigration en termes d'émeutes dans les banlieues, c'est faire un hors-sujet total. Et donc, ce serait une copie qui méritera 0 pointé, puisque ce sont deux sujets distincts. Alors, effectivement, la France a un souci d'immigration clandestine. C'est un souci que la France ne pourra pas gérer seule. Il faudra qu'elle le traite au niveau communautaire, c'est certain.
parce qu'aujourd'hui, aucun pays de l'Union européenne ne pourra gérer ce problème seul. D'ailleurs, l'exemple italien, espagnol, grec le montre très bien. Et ça, c'est une question qui devra être traitée, qui est d'ailleurs traitée. Mais elle a aussi un problème de communautarisme. Et ce sont deux problèmes distincts. Il y a l'immigration clandestine ou l'immigration en tant que telle et le communautarisme. Donc, il s'agirait d'être précis dans ces discours et de ne pas faire de comparaison, de ne pas comparer des choses qui sont incomparables. Dans tous les cas, que ça plaise ou non à quelqu'un, donc les gens qui sont descendants d'immigrants, quelle que soit la couleur de leur peau, qui sont nés en France, resteront en France. Ils seront français, que ça plaise ou non à qui que ce soit. Il n'y a pas la possibilité de leur retirer leur nationalité, il n'y a pas la possibilité de les déporter, parce que où est-ce qu'ils peuvent être déportés? Dans la mesure où ils n'ont qu'un pays, leur pays c'est la France. Dire que un descendant d'immigrants d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Afrique, donc d'un quelconque pays, ne sont pas français, c'est comme dire que des Alsaciens ne sont pas français, puisque les Alsaciens ou les Lorrains, leurs ancêtres aussi étaient citoyens allemands, citoyens du Second Reich, ensuite, après l'annexion en 44, donc on peut aussi, par le Troisième Reich, donc du coup on peut aussi prétendre qu'un Alsacien, donc finalement qui est français depuis quoi? Depuis trois générations, n'est pas français, puisqu'en fait ses parents ou ses grands-parents, pour la plupart, ou ses arrière-grands-parents étaient allemands, donc un Alsacien, un Lorrain ne serait pas français. C'est exactement le même discours. Donc il s'agirait quand même d'être précis et de ne pas exploiter, de ne pas récupérer politiquement les problèmes de la société actuelle, parce que c'est contre-productif. Et je le redis, que ça plaise ou non à quelqu'un, ces gens aujourd'hui sont français, ils sont nés en France. Ils ont toujours été, sont et seront français, quoi qu'il puisse se passer. Donc aujourd'hui, il conviendrait plutôt de se demander comment faire pour parer à ressouder la société, que de se demander comment peut-on expulser ces gens qui sont inexpulsables. Maintenant, je ne nie absolument pas, pour être bien précis, qu'il y ait un grave souci en France de communautarisme. Et ce souci doit être traité absolument à la source, dont je parlerai un peu plus tard. Mais effectivement, la France a un souci de communautarisme, et c'est un souci qui est urgent. Et il est urgent de le traiter. Mais l'immigration, aujourd'hui, et le communautarisme, ce sont deux problèmes distincts, qui ont besoin d'une gestion complètement distincte. Ce sont des problèmes qu'on ne peut pas gérer en même temps, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. Donc ça, il faut bien le comprendre. Moi, personnellement, je serais très heureux d'avoir des élus de la République, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui ne basculent pas dans ce genre de discours populiste, mais qui, dans un moment de crise, font preuve de responsabilité. Et c'est d'être irresponsable que d'aller raconter que quelqu'un qui est né en France et qui est français depuis 3 générations est un immigré. Maintenant, cela étant dit, il y a effectivement beaucoup de choses en France qui doivent être repensées. Parce que s'il y a une chose dont on se rend compte, que ces émeutes montrent, c'est que d'une part, il y a une banalisation de la violence, ça j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais cela résulte de quoi? Ça résulte du fait qu'on a accepté, qu'on tolère beaucoup trop de choses, et que finalement on accepte de dédouaner tout le monde. Un certain relativisme qui paraît être complètement irresponsable et inacceptable. Et quand on observe en fait des soucis un peu différents, par exemple le souci du squatting, on voit qu'on a un problème de squatting en France. Et bien là également, il est extrêmement dur d'expulser un squatteur de notre appartement ou de notre maison. Donc, une autre façon de dédouaner quelqu'un de sa responsabilité. Mais aujourd'hui, on a vraiment un souci d'irresponsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, les gens qui se rendent coupables de violation de l'ordre républicain, de la loi républicaine, aujourd'hui sont considérés comme irresponsables. Ils ne prennent pas la responsabilité de leurs actes, et plus que ça, on les dédouane et on fait en sorte qu'ils n'assument pas leurs responsabilités. Alors, quelques pistes. Pourquoi est-ce que les auteurs des émeutes et les auteurs d'actes violents, de la casse, des dégradations, ne pourraient pas faire des heures d'intérêt public pour réparer ce qu'ils ont cassé
pour participer aux réparations des dégâts. En quoi ce serait-ce contraire aux droits de l'homme que d'obliger un jeune à prendre ses responsabilités, justement, et participer à réparer ce qu'il a cassé. Moi, ça me paraît tout à fait sensé, et je pense que cette piste est à étudier parce qu'aujourd'hui, on a effectivement toute une partie des jeunes qui se sentent irresponsables et dédouanés de tout. Et s'ils sont dédouanés de tout, c'est qu'en fait, on les dédouane de tout. Donc aujourd'hui, il est important que l'on retrouve un niveau de responsabilité en France. Et ça, c'est à l'État de faire en sorte que les gens retrouvent ce niveau de responsabilité. Après, il y a aussi la responsabilité des parents. Parce que les parents, aujourd'hui, ils se dédouanent de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Aujourd'hui, les parents ont cédé la responsabilité de leurs enfants à l'école. C'est à l'école de s'occuper de leurs enfants, plus à eux. Eux sont trop occupés par leur travail, par leur vie, pour s'occuper de leurs enfants. Quand quelque chose ne va pas, eh bien évidemment, c'est la faute de l'école. Mais on voit le résultat. Et une question toute simple, c'est comment se fait-il que des jeunes soient dans les rues après 22 heures? Comment c'est possible? Ça paraît inimaginable. Et pourtant, ça se passe comme ça. Comment c'est possible que les parents ne s'inquiètent pas de ce que font leurs enfants? C'est particulièrement scandaleux et inacceptable. Ça, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, comment faire pour responsabiliser les parents? Eh bien, il y a une méthode. Je dirais la méthode qui parle le plus aux gens, à savoir la méthode financière. Le social. Alors, aujourd'hui, j'entends une critique de la part de ceux qui estiment qu'on n'a pas le droit de toucher au social à la française en disant que la République est une et indivisible et qu'on ne peut pas se servir du social comme levier de chantage. Mais si on remarque, si on étudie ce qui s'est passé ces 5 derniers jours, finalement, c'est quelques milliers de gens qui ont pris en otage tout le pays. Tous les grands événements annulés, les galeries commerciales, les restaurants fermés, les gens cloîtrés chez eux, en période de solde, en période estivale. Tout ça, pourquoi? Parce que les gens ont peur de ce qui peut arriver. Des dégradations énormes. Je pense qu'on peut clairement dire que une minorité a pris les gens en otage. Donc je vois pas pourquoi est-ce que ces gens-là ne seraient pas mis face à leurs responsabilités. Et aujourd'hui, le social en France est devenu plus handicapant que contributeur au développement, parce que finalement, le social est conçu de telle façon, comme je le disais dans une de mes vidéos précédentes, qui fait que il est plus rentable de vivre du social que de travailler. Mais en fait, il fait partie des problèmes des banlieues, parce que aujourd'hui, effectivement, donc, on parle d'un certain niveau de discrimination des gens qui viennent de la banlieue. Moi aussi, j'en viens de la banlieue, donc je peux en parler. J'ai habité dans 2 banlieues successives. C'est là que j'ai été élevé. Alors, effectivement, à l'époque, il y avait un certain niveau de discrimination. Le niveau de discrimination existe encore aujourd'hui, mais c'est pas le souci principal. Si je concède volontiers qu'il y a un souci de discrimination, il faut quand même bien reconnaître que cette discrimination est réutilisée ou pris comme justificatif par beaucoup de gens dans les banlieues pour justifier le fait qu'ils ne font rien de leur vie. Parce que c'est un fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ne font rien de leur vie? Parce que l'État le leur permet. L'État subvient à leurs besoins. L'État leur donne à minima donc services de santé, leur donne la possibilité finalement de vivre. Après, on a toute une zone de non-droit où certains se financent encore par toutes sortes de trafics, mais finalement, l'État social fait qu'aujourd'hui, toute une partie de la population, dont une partie qui vit dans les banlieues, se dédouane de sa responsabilité en se justifiant en disant « Voilà, la société, elle veut pas de moi, la société, elle me fait du mal, elle veut pas me donner de travail, elle me discrimine. » Et finalement, il n'y a aucune obligation d'aller travailler, puisque l'État subvient aux besoins de ces gens-là. Et cela les décourage, en fait, à prendre leur destin en main. Alors, j'entends dire souvent que il n'y a pas assez d'accompagnement. Non, je trouve qu'il y a beaucoup d'accompagnement, que ce soit pour les jeunes, les gens qui sont en échec, en échec professionnel. Mais disons-le clairement, c'est pas à l'État de prendre la responsabilité de la vie des gens. C'est aux gens de se responsabiliser. Donc, c'est aux gens de construire des projets, qu'ils soient jeunes ou plus âgés. Aujourd'hui, c'est à un jeune de construire un projet de vie. C'est pas à l'État de lui trouver un projet de vie. L'État peut effectivement l'accompagner
l'aider, voire le subventionner dans ses projets, s'il a des projets, mais d'abord faut-il qu'il en ait. Donc aujourd'hui, c'est à ces gens de construire leur vie. Et il paraît pathologique que ces gens attendent que ce soit l'État qui construise leur vie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça, puisqu'effectivement, l'État subventionne, donc le sans-emploi, des gens qui sont devenus des chômeurs professionnels. Et pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, le social est un levier de paix sociale, de tranquillité. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes, on tolère les fraudes, on paye, et puis ça permet d'avoir la paix sociale, la tranquillité pendant un certain temps. Eh bien, cette méthode, c'est un peu la méthode de la personne qui devient dépendant des médicaments. Elle prend des antidouleurs, et puis finalement, elle en devient dépendant. Aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a créé des millions d'handicapés qui sont plus capables de travailler, qui ont plus envie de travailler, qui sont remontés contre la société parce qu'effectivement, ils sont dans une situation compliquée personnellement, puisque bon, ils ne font pas partie de la société, mais ils se sont exclus tout seuls, et ils vivent en situation d'exclusion. Pourquoi? Mais parce que, justement, ils sont subventionnés, donc ils peuvent se le permettre. Alors, aussi, à la question qui est posée souvent, mais comment vont faire ceux à qui on coupe le social? Eh bien, c'est pas compliqué. Ou alors peut-être que c'est compliqué au contraire, mais c'est indispensable. Eh bien, ils vont se chercher un travail, ils vont aller travailler, tout simplement, purement et simplement. Donc, il faut vraiment changer de méthode, d'approche et de méthode du social français. Le social ne peut pas être distribué comme ça, comme élément de tranquillité et antidote contre les émeutes, parce qu'on voit bien que ça marche pas en tant qu'antidote. Le social, les prestations sociales ne peuvent pas être un élément de tranquillité sociale, de paix sociale. Ça doit être justement, oui, un levier, mais un levier qui aide au développement, une aide ponctuelle, mais pas un entretien à vie. Donc aujourd'hui, la méthode des prestations sociales est à repenser complètement, parce qu'aujourd'hui, ces prestations sociales, elles contribuent aux pathologies qu'on voit dans les cités, elles contribuent justement aux pathologies du sans-emploi, elles contribuent aux pathologies de désociabilisation de gens qui, effectivement, qui décrochent. Et comme ils sont soutenus financièrement par l'État, eh ben, ils peuvent se permettre de ne rien faire, de décrocher, de vivre hors société complètement pendant des années, voire toute leur vie, parce que finalement, leurs besoins primaires sont assurés. Ou alors, ils peuvent se livrer à toutes sortes de manœuvres illicites, parce qu'effectivement, donc ils ont la sécurité sociale, donc ils ont accès au système de santé, donc finalement, comme je disais, leurs besoins primaires sont assurés. Mais ça, c'est créer de la pathologie, c'est créer justement de la précarité, c'est créer de l'exclusion, c'est justifier la paresse, disons clairement, c'est justifier la paresse, et c'est justifier l'approche de certains qui estiment que justement rien n'est possible parce qu'ils n'arrivent à rien, mais ils n'arrivent à rien parce qu'ils n'essayent pas. Et aujourd'hui, il convient de forcer les gens à se responsabiliser. Il convient de faire en sorte que les gens prennent leurs responsabilités, que les enfants prennent la responsabilité de leur destin, de leur destinée, de leur vie, que les parents soient responsables de leurs enfants, que les gens soient responsables de leur vie. Et il y a une méthode très efficace, c'est le social. Donc il faut changer la méthode du social. Je ne vois pas pourquoi est-ce que quelqu'un, donc des parents qui vivent, qui ont des prestations sociales, ne puissent pas payer pour les dégâts de leurs enfants. Le social, c'est un revenu. Alors, ok, c'est un revenu qui n'est pas imposable, d'accord, mais ça reste un revenu, ça reste de l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une partie de ce revenu, voire tout ce revenu, pour payer les dégâts qui ont été faits par les enfants ou par les individus? Et comme je le disais, si quelqu'un n'a pas d'autre revenu que le social, eh bien qu'il travaille. Voilà, qui travaille, qui se cherche un travail. En France, aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a des branches en situation de tension au point où il faut créer des textes de loi pour pouvoir faire entrer des immigrés qui pourraient travailler dans des branches où on n'arrive pas à trouver de main-d'œuvre. Bien, peut-être que justement, une façon de repenser le social, de retirer le social indu
serait une façon de créer de la main-d'œuvre et de faire en sorte que les gens reviennent au travail, reviennent dans le monde du travail. Il faut aussi cesser de considérer que les choses sont dues et qu'elles sont acquises, parce que c'est pas parce que quelqu'un dispose d'un privilège que ce privilège est acquis. C'est une approche qui est très malsaine et qui contribue aux pathologies de notre société. Effectivement, certains considèrent que le social est une chose acquise, est une chose due. Et à un certain niveau de pathologie, cette approche y contribue. Donc, le social, oui, absolument. Mais un social intelligent, un social ciblé, un social qui contribue au développement, qui aide, qui soutient, qui vienne apporter un réel soutien, plutôt qu'un social qui décourage, ou alors qui encourage justement à ne rien faire, et qui pousse quelqu'un à se renfermer dans sa communauté, dans son entre-soi, et à adopter une position négative, voire agressive vis-à-vis de l'État, en considérant que l'État est la raison de son souci. Mais comme disait John Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ne demande pas ce que la République peut faire pour toi, demande ce que toi tu peux faire pour ton pays. Aujourd'hui, ces gens, ils estiment que leur pays est là pour les entretenir, alors que c'est pas normal. Et c'est une pathologie qui a été créée. Il faut absolument en sortir. Déjà, d'un point de vue financier, économique, c'est pas tenable. Il faut bien se rendre compte que aujourd'hui, la France, elle arrive à 115% de dette de son PIB annuel. C'est une situation qui est plus tenable. Donc, de toute façon, on va pas pouvoir aller comme ça très longtemps ni très loin. Donc, à un moment donné, il faut changer de méthode. Et si l'on veut retrouver le contrôle du territoire républicain, si on veut rétablir l'ordre républicain, eh bien, le social est un levier qui me paraît essentiel. Parce qu'il n'y a rien qui parle aux gens aussi bien que l'argument financier. Si leurs prestations étaient menacées, si elles étaient soumises à conditions, si effectivement on responsabilisait les gens et leurs enfants, tout porte à croire qu'il y aurait moins de violence, de dégradation, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité. Personne n'est responsable finalement. Et ça passera, si l'on veut rétablir la situation en France, si l'on veut rétablir un ordre républicain, ça passera par la responsabilisation des gens. Donc responsable de ses actes, au sens d'assumer ses actes. Si tu commets un acte criminel, tu assumes, pénalement, financièrement, mais aussi responsable de soi. C'est pas à l'État de te trouver un travail, de te trouver un logement, de créer une vie. C'est à toi de créer une vie. L'État peut t'accompagner, l'État peut t'aider, mais c'est pas à l'État de penser pour toi. Donc il faut changer de philosophie si l'on veut changer les choses. Ça paraît une évidence. Après, il y a aussi un élément dont on parle très peu, mais qui me paraît essentiel, un tabou qu'il faudrait effectivement mettre sur la table, à savoir qu'aujourd'hui, on a fortement l'impression qu'un certain groupe de jeunes, un groupe grandissant, voire grandissant de jeunes, a un souci avec ce qu'on appelle le manque de valeur. En fait, ce sont des jeunes qui sont perdus parce qu'il n'y a pas de valeur, et ces valeurs, ils en cherchent. Et finalement, on ne se pose pas la question pourquoi est-ce que certaines personnes vont combattre en Russie, en Ukraine. Est-ce qu'on se pose la question de ceux qui sont allés combattre en Syrie, dans les rangs d'État islamique? Alors on dit oui, mais ils ont été radicalisés. Mais certes, ils ont été radicalisés, mais pourquoi? Parce que justement, c'est des gens qui étaient perdus, qui étaient perdus, il faut le dire, voire paumés, tout simplement paumés. Et des gens qui cherchaient une voie, qui cherchaient quelque chose de plus que la société de consommation. Et malheureusement, bon, ils ont été récupérés par les headhunters de l'État islamique, les chasseurs de tête de l'État islamique, et du coup, ils ont été radicalisés. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, on a effectivement un problème, c'est que il y a un manque de valeurs, donc il y a une certaine partie des jeunes qui se cherchent des valeurs, qui se cherchent des objectifs, qui se cherchent des valeurs plus que la société de consommation. Et justement, ce manque de valeurs, mais ce manque, je dirais, d'axe moral, de valeur, de morale, de valeur morale, fait qu'aujourd'hui, on arrive sur ce genre de débordement, puisque finalement, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus d'ordre. Finalement, tout est permis. On a perdu la notion du bien et du mal. Alors, on a tendance à dire qu'une certaine partie de ces jeunes qui sont allés faire des dégradations, pour eux, c'était un jeu.
provoquer la police, pour eux, c'est un jeu. Mais non, c'est pas un jeu. C'est un jeu très dangereux. Et surtout, c'est pas un jeu. Mais on a l'impression que justement, le problème des valeurs, c'est un problème qui effectivement, qui concerne de plus en plus de gens. Et j'en reviendrai à ce que disait Napoléon Bonaparte le premier. Les gens n'ont peut-être pas besoin de Dieu, mais ils ont besoin de la religion. Et ça me paraît être un fait. C'est-à-dire qu'une société de consommation qui a détruit toute valeur, ben c'est une société finalement qui détruit ses piliers. Donc c'est une société qui se désagrège parce que finalement quand on détruit les fondaments d'une maison, ben, c'est une maison qui s'écroule. Alors aujourd'hui, puisqu'on a détruit les valeurs chrétiennes, on a détruit les valeurs traditionnelles, on les combat, voire elles sont combattues, eh bien il faut en inventer d'autres. Parce que l'impression que ça donne, c'est que les valeurs telles qu'on les présente en France, voire à l'école, ne parlent pas aux jeunes. Et il faut se poser la question du pourquoi. Et là, on en arrive à l'élément clé. Aujourd'hui, la société française, elle a besoin d'être repensée. Il faut carrément repenser la société française. Il faut repenser le modèle français. Aujourd'hui, ce modèle, il ne fonctionne plus. La République est unie et indivisible. Aujourd'hui, ça reste un slogan, rien qu'un slogan. Elle est très divisée, la République, de tous les côtés. C'est un fait. La notion du peuple français, bien, on voit clairement que une grande partie de la population française ne se sent plus concernée par la notion de peuple français. Alors ça vient, effectivement, ça vient du communautarisme, ça c'est sûr, mais ça vient aussi du fait que l'État français n'a pas suffisamment posé ses conditions. Comment peut-on tolérer que des gens sur le territoire français ne parlent pas un mot de la langue française et qui touchent du social? Comment peut-on tolérer ce genre de situation? Comment peut-on tolérer des enclaves où nous avons des endroits qui sont des endroits finalement réservés à certains membres d'une communauté où ces gens regardent leur télé, écoutent leur radio, et la langue française paraît un lointain élément, c'est pas concevable. Tout ça, on l'a laissé faire, et tout ça, il faudrait que ça change, parce que si on veut parler de l'espace public, ben, l'espace public doit être effectivement homogène et uniforme pour tout le monde. En France, la langue qui fait foi, ça reste le français, ça doit être un fait. Dans un bar, un resto, un fast-food, le français doit être la langue demandée. Est-ce qu'on peut tolérer que dans l'espace public, quelqu'un écoute sa radio, regarde la télé d'un pays tiers dans l'espace public? Ça paraît un peu compliqué. Que quelqu'un regarde ses chaînes de télévision, écoute sa radio dans un domaine privé, c'est son droit. Mais justement, on a laissé créer des véritables éléments de socialisation, des espaces de socialisation qui sont devenus finalement un phénomène de socialisation contre la République. Et un certain nombre de gens se sont socialisés entre eux, dans un entre-soi, parce qu'on a laissé faire. Et ça, il faut bien se le dire. Donc aujourd'hui, on a une société française aujourd'hui qui part effectivement en morceaux. D'un côté, on a un ressenti d'injustice sociale, c'est un fait. D'un autre côté, on a des groupes qui se sentent plus du tout concernés par la République française, c'est un fait. On a aussi un ressenti de manque de démocratie, puisque le citoyen n'est plus associé à la décision, et il en ressent de plus en plus le besoin. Il ressent le besoin d'être associé à la décision, c'est un fait. Et finalement, on a de plus en plus le sentiment que l'État est très faible vis-à-vis des forts et très fort vis-à-vis des faibles, c'est un fait. Et nous avons aussi de plus en plus le sentiment de la société française que c'est le citoyen qui appartient à l'État et non l'État aux citoyens. Donc aujourd'hui, tout le modèle français est à repenser. Alors c'est un travail qui sera dur, effectivement, il prendra des années. Il faut bien commencer quelque part, il faut bien commencer un jour, mais il faut bien se rendre compte que ça va demander, ça va demander du travail et de l'engagement de la part de tout le monde, de la participation surtout. Parce que le problème aujourd'hui en France, c'est que les gens veulent que ça change, mais ils sont pas prêts à donner quoi que ce soit pour que ça change. En fait, les choses doivent changer, mais eux n'ont pas l'intention de changer quoi que ce soit, et surtout, ils n'ont pas l'intention d'y perdre un seul centime. Eh bien, ça marche pas comme ça. Il faut bien se rendre compte que le changement est nécessaire, qu'il est inévitable, si l'on veut que le pays ne s'écroule pas. Maintenant, ce changement, ben, il nous coûtera quelque chose aussi. Il faudra s'engager. Peut-être que nous y perdrons, même peut-être financièrement au début, mais à un moment donné, il faut comprendre que le changement est inévitable et qu'il est essentiel. Donc aujourd'hui, mis à part la responsabilisation des gens, mis à part les mettre en face de la responsabilité qu'ils assument leurs actes, mis à part repenser l'État social,
mis à part le retour de l'ordre républicain, de poser des vraies exigences vis-à-vis donc des gens et les communautés qui semblent quitter l'espace commun de la République et s'enfermer dans un entre-soi. C'est la société qu'il faut repenser. Et finalement, quand on dit repenser la société, c'est repenser le contrat social. Aujourd'hui, c'est ça, justement, ce qui nous attend. C'est repenser le contrat social. Donc, créer un nouveau contrat social, un nouveau contrat qui redéfinit les rapports citoyens, les rapports citoyens-dirigeants et dirigeants-citoyens, les rapports citoyens-État, État-citoyen, de façon à ce que, d'une part, le citoyen se sente citoyen et pas sujet de l'État, d'autre part, à ce que le citoyen comprenne qu'il est responsable de soi, qu'il est responsable de ses actes, qu'il faut qu'il assume et qu'il faut qu'il soit responsable de sa propre destinée, que l'État est là pour le soutenir, certes, mais pas pour penser à sa place et pas pour subvenir à ses besoins. Et de ce fait, puisque c'est un citoyen responsable, eh bien, il participe à la vie de la cité, à la vie de la société. Justement, il est associé à la décision. Aujourd'hui, c'est tout le système qui a repensé, parce que le système français montre ses limites. Alors, soit on l'accepte et on s'engage effectivement sur la voie du changement, mais de façon sérieuse, sans la récupération politique, sans d'éléments populistes, mais effectivement en travaillant sérieusement. Et là, il faudra y associer toutes les forces politiques et toutes les forces, finalement tous les gens de bonne volonté qui voudront y participer. Soit on estime que rien ne se passe, on continue à reflouer les trous, on continue à ressouder, à recoudre, et finalement, tôt ou tard, on va arriver à un moment où le système va juste s'écrouler. Là, tout le monde y perdra. Donc, je pense qu'il est dans l'intérêt de chacun de faire preuve d'un peu de bonne foi, d'un peu de bonne volonté, et de se dire que les choses doivent changer, et que ça nous coûtera quelque chose, et que c'est inévitable. Maintenant, il faut aussi sortir des politiquement corrects et des tabous, parce que c'est pas du racisme que de dire qu'il y a un problème de communautarisme en France, c'est pas du racisme. Mais c'est faire preuve d'ignorance que de dire qu'aujourd'hui, le problème principal de la France, c'est l'immigration. Non, le problème, aujourd'hui, l'un des problèmes de la France, c'est le communautarisme. C'est donc ces gens qui sont effectivement nés en France, qui sont français, mais qui se sentent plus français. Ça c'est un problème. Mais c'est pas l'immigration en soi qui est un problème, puisque l'immigration semble résoudre nos problèmes du marché du travail. Alors, si ça plaît pas à quelqu'un que les immigrés viennent pour travailler en France, dans des secteurs en tension, eh bien, qu'ils fassent en sorte que justement tous ceux qui vivent des prestations sociales, qui ne travaillent pas, et ils sont des millions, se mettent au travail. Et donc ces politiciens qui aujourd'hui râlent et sont pas contents que les immigrés viennent en France, eh bien justement, eh bien qu'ils fassent en sorte que tous ces soucis dans les branches qui sont en tension aujourd'hui, qui manquent de personnel, eh bien que ces soucis de personnel soient comblés par des gens qui aujourd'hui vivent du social et qui n'éprouvent pas le besoin de travailler. Voilà, ça c'est une piste. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, la France, elle a besoin d'une véritable refondation. Et soit cette refondation, soit on la fait, auquel cas on arrivera probablement dans une 6e République, dans un nouveau système qui paraît inévitable, soit on la fait pas, et là on arrivera dans une situation de chaos qui sera d'ailleurs récupéré par les ennemis de la France qui ne manquent pas. On a la Russie, on a l'Iran, on a la Chine. Donc de notre futur, finalement, on ne parle pas d'une chose hypothétique, on ne parle pas d'une chose imaginaire ou virtuelle. Là, on parle de notre avenir. Tout dépend dans quel pays nos enfants vont grandir, dans quel pays nous vivrons. Si ce changement s'opère, s'il est amorcé, la France, un pays qui a un énorme potentiel, tant économique que humain, peut s'en sortir, peut effectivement rester une grande puissance. Si on ne fait rien, eh bien, on va s'engager sur la route de la décroissance. Et finalement, cette décroissance, elle mènera tôt ou tard au chaos parce que les émeutes, les problèmes, les tensions seront de plus en plus fortes et à un moment donné, ça deviendra incontrôlable. Et je finirai en répétant que ceux qui croient à la révolution sont des ignorants, de vrais ignorants. Parce que c'est pas par la révolution qu'on change les choses. Les révolutions ont causé des millions de morts, que ce soit la révolution française et ceux qui s'en est suivis, ainsi que la révolution bolchevique. C'est par le travail, par l'approche constructive, par la réforme, qu'on arrive à changer les choses, pas par la révolution. Et c'est à la réforme que j'incite tout le monde, et j'espère que ces éléments seront pris en considération, les éléments que j'expose. J'espère qu'effectivement, après ces émeutes,
on n'arrivera pas dans une période estivale où on passera à des débats comme la sécheresse, les problèmes climatiques et le Tour de France, mais qu'on s'engagera réellement sur une voie de changement et de réforme. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces éléments. Voilà les éléments d'analyse que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui estiment que cette vidéo vaut quelque chose, je les invite à cliquer sur j'aime. Donc pareil pour ceux qui estiment que mes vidéos ont une quelconque valeur, je les invite de bien vouloir s'abonner à ma chaîne. De mon côté, je vous annonce d'autres vidéos sur ce qui se passe en France, sur ce qui se passe à l'étranger. Je vous dis à bientôt et vous remercie de l'attention que vous m'avez portée et que vous portez à mes enregistrements.